Certaines affaires trouvent une réponse, d'autres deviennent des mystères qui traversent les générations. Celle-ci en fait partie. Plus de 45 ans se sont écoulés. Pourtant, une simple question continue de hanter Singapour. Qui a tué les 4 enfants de la famille Tan? Malgré une enquête d'une ampleur exceptionnelle, malgré les centaines de témoignages, malgré les milliers d'heures d'investigation, personne n'a jamais été condamné. Aucun suspect n'a été officiellement désigné. Et le dossier demeure aujourd'hui l'un des plus grands mystères criminels de l'histoire du pays. Cette affaire ne choque pas uniquement par sa violence. Elle intrigue surtout par toutes les questions restées sans réponse. Pourquoi cette famille? Pourquoi ce samedi matin? Pourquoi les enquêteurs n'ont-ils jamais réussi à identifier le responsable? Pour comprendre ce qu'il s'est réellement passé, il faut revenir près d'un demi-siècle en arrière, au cœur d'un quartier populaire de Singapour, là où une journée qui semblait parfaitement ordinaire allait bousculer dans l'horreur. Je suis Anthony et bienvenue dans Archives Noires. Aujourd'hui, nous ouvrons le dossier de la famille Tan. À la fin des années 1970, Singapour est un pays en pleine transformation. Depuis son indépendance en 1965, la cité-État connaît un développement spectaculaire. Des immeubles résidentiels construits par le gouvernement se multiplient. Les quartiers populaires se modernisent et des milliers de familles viennent y construire une nouvelle vie. Parmi elles, la famille Tan. Ils habitent au bloc 58 de Geylang Bahru, un ensemble résidentiel typique de l'époque. Les appartements y sont modestes, les voisins se connaissent. Les enfants jouent ensemble dans les couloirs ou au pied des immeubles. Le sentiment de sécurité est fort. Pour beaucoup d'habitants, il est normal que les enfants restent seuls à la maison pendant quelques heures lorsque les parents travaillent. Cette pratique peut surprendre aujourd'hui, mais en 1979, elle n'a rien d'exceptionnel dans ce quartier. Le père, Tan Son Che, travaille dur pour faire vivre sa famille. Son épouse, Tai Myo Cho, participe également aux activités du foyer. Ceux qui les connaissent les décrivent comme des personnes discrètes, sans histoire, travailleuses. Rien ne laisse penser qu'elles puissent être mêlées à un conflit important. Aucun ennemi connu, aucun passé criminel. Aux yeux de tous, les Tan sont simplement une famille parmi tant d'autres. Ce samedi 6 janvier 1979 commence comme n'importe quel autre. Les parents se lèvent avant le soleil. Une nouvelle journée de travail les attend. Les enfants, eux, sont encore dans l'appartement. Rien ne semble inhabituel. Personne n'imagine que, quelques heures plus tard, le nom de cette famille sera connu dans tout Singapour. Et qu'il restera associé pendant des décennies à une affaire que personne ne parviendra à résoudre. Il est 6h35 lorsque les parents quittent l'appartement. Ils ferment la porte derrière eux. Sans le savoir, c'est la dernière fois qu'ils voient leur enfant en vie. Le samedi 6 janvier 1979, une journée débute comme tous les autres. Les rues de Singapour commencent lentement à s'animer. Les commerces ouvrent leurs portes. Les premiers bus traversent la ville. Les habitants quittent progressivement leur domicile pour rejoindre leur travail. Dans l'appartement de la famille Tan, tout semble parfaitement normal. Quelques heures plus tôt, les parents sont partis travailler. Les 4 enfants sont restés à la maison. Une situation courante à cette époque dans ce quartier. Rien ne laisse imaginer que cette matinée va bousculer. Un peu plus tard dans la matinée, Tai Myo Cho, la mère, décide d'appeler son domicile. Il ne s'agit pas d'un appel inhabituel. Elle souhaite simplement vérifier que tout va bien. Le téléphone sonne. 1 fois, 2 fois, 3 fois, personne ne décroche. Sur le moment, rien d'alarmant. Les enfants dorment peut-être encore. Ils jouent peut-être dans une autre pièce. Ou n'ont tout simplement pas entendu le téléphone. Mais les minutes passent. Et ce silence commence peu à peu à devenir inquiétant. Les parents poursuivent leur journée de travail. Pourtant, une étrange impression s'installe. Quelque chose ne semble pas normal. Les appels restent sans réponse. C'est alors qu'ils demandent à une voisine de passer vérifier que tout va bien. Quelques minutes plus tard, cette personne arrive devant l'appartement. Le quartier paraît parfaitement calme. Les voisins vaguent à leur occupation. Personne ne semble inquiet. Devant l'appartement, elle frappe. Une première fois, puis une seconde. Toujours rien. Aucun bruit, aucun mouvement. Le silence total. Face à cette situation inhabituelle, les autorités sont alertées. Quelques instants plus tard, les premiers policiers arrivent sur place. À ce moment-là, personne ne peut encore imaginer que cette intervention va marquer durablement l'histoire criminelle de Singapour. Les agents s'approchent de la porte. Ils échangent quelques mots, puis entrent dans l'appartement. Quelques secondes seulement leur suffisent pour comprendre qu'ils viennent de découvrir une scène qui ne s'effacera jamais de leur mémoire. 4 enfants ont perdu la vie. Les policiers sécurisent immédiatement les lieux. Très rapidement, une première question s'impose.
Comment un tel drame a-t-il pu se produire, sans que personne ne remarque quoi que ce soit? En quelques heures, le quartier est bouclé. Les journalistes commencent à affluer. Les voisins sont interrogés et dans tout Singapour, une seule question est sur toutes les lèvres. Qui a pu commettre un tel crime? La nouvelle se répand dans tout Singapour. Les médias interrompent leur programme. Les journaux se préparent déjà à couvrir ce qui deviendra l'une des affaires criminelles les plus marquantes de l'histoire du pays. Mais pendant que le public découvre l'horreur du drame, les enquêteurs, eux, commencent leur travail. Chaque centimètre de l'appartement est photographié. Les techniciens relèvent le moindre indice. Empreintes, traces, objets déplacés, tout est examiné. Très vite, plusieurs éléments intriguent les policiers. Le premier, aucune trace d'effraction. La porte ne semble pas avoir été forcée. Les fenêtres ne présentent rien d'anormal. Ce détail soulève immédiatement une question. Le responsable est-il simplement entré parce qu'on lui a ouvert la porte? Deuxième constat, rien ne semble avoir été volé. Les objets de valeur sont toujours présents. L'argent n'a pas disparu. Les enquêteurs écartent donc rapidement l'hypothèse d'un cambriolage qui aurait mal tourné. Plus les heures passent, plus une idée prend de l'importance. Et si la famille avait été directement visée? Les policiers interrogent alors le voisinage, appartement après appartement. Des dizaines de personnes sont entendues. Ont-elles vu un inconnu, entendu une dispute, aperçu un véhicule suspect? Mais les réponses sont décevantes. Personne ne semble avoir remarqué quelque chose d'inhabituel. Pour les enquêteurs, c'est incompréhensible. Comment un crime d'une telle ampleur a-t-il pu se produire sans attirer l'attention de tout l'immeuble? Les investigations s'élargissent rapidement. Les proches de la famille sont interrogés, les collègues, les connaissances, les relations professionnelles, chaque piste est étudiée. Les parents eux-mêmes sont entendus à plusieurs reprises. Non pas parce qu'ils sont considérés comme coupables, mais parce que, dans une enquête de cette importance, aucun détail ne peut être ignoré. Les policiers vérifient leurs déplacements, leur emploi du temps, leurs relations. Aucune incohérence majeure s'est mise en évidence. Les jours deviennent des semaines, les semaines deviennent des mois. Les enquêteurs accumulent des centaines de témoignages. Certaines pistes semblent prometteuses, puis disparaissent aussi vite qu'elles sont apparues. Chaque nouvel indice semble conduire à une impasse. Alors que l'enquête commence à ralentir, un nouvel élément va relancer toutes les spéculations. Quelques semaines après le drame, les parents reçoivent une lettre anonyme. Son auteur affirme être responsable des faits. Elle présente ses excuses et demande leur pardon. Pour beaucoup, cette lettre pourrait être la clé de toute l'affaire. Mais les enquêteurs restent prudents. Rien ne permet de prouver que son auteur est réellement le meurtrier. Était-ce une véritable confession ou la tentative d'un individu cherchant simplement à profiter de l'émotion suscitée par cette affaire? Encore aujourd'hui, personne n'a pu répondre avec certitude à cette question. La lettre disait-elle la vérité ou cachait-elle une nouvelle fausse piste? Pour comprendre pourquoi cette affaire n'a jamais été résolue, il faut maintenant examiner les différentes théories. Malgré des mois d'investigation, les enquêteurs ne parviennent toujours pas à identifier le responsable. Les indices sont rares, les témoignages sont imprécis. Et plus le temps passe, plus le mystère s'épaissit. Depuis près d'un demi-siècle, plusieurs théories tentent d'expliquer ce qui s'est passé ce matin-là. Aucune n'a jamais pu être prouvée, mais chacune apporte une partie du puzzle. Pour la première théorie, une vengeance contre les parents. Dès le début de l'enquête, les policiers envisagent que les enfants n'étaient peut-être pas les véritables cibles. Le père travaillait dans le commerce. Les enquêteurs cherchent alors un conflit professionnel, une dette, une dispute, un ancien associé, ou une personne qui aurait voulu faire passer un message. Les relations du couple sont étudiées, les collègues sont interrogés, les proches également. Pourtant, aucun élément concret ne permet de confirmer cette hypothèse. Aucun mobile clair n'est découvert. La théorie reste donc possible, mais jamais démontrée. Pour la deuxième théorie, une personne connue des enfants. Une autre question intrigue rapidement les enquêteurs. Comment le responsable est-il entré dans l'appartement? Aucune porte forcée, aucune fenêtre brisée, rien. Certains pensent alors que les enfants ont peut-être ouvert eux-mêmes la porte. À un voisin, à un proche, ou quelqu'un en qui ils avaient confiance. Cette hypothèse expliquerait pourquoi personne n'a entendu la lutte dès les premiers instants. Mais là encore, les investigations ne permettront jamais d'identifier une personne correspondant à ce scénario. Pour la troisième théorie, la mystérieuse lettre. Quelques semaines après les faits, les parents reçoivent une lettre anonyme. Son auteur affirme être responsable. Il demande leur pardon. Pour beaucoup, cette lettre pourrait constituer une véritable confession. Pourtant, les enquêteurs restent extrêmement prudents. Rien ne permet d'affirmer que son auteur est réellement le meurtrier.
Était-ce une tentative de manipulation, un faux aveu, ou bien le véritable coupable qui cherchait à soulager sa conscience? Encore aujourd'hui, cette lettre demeure l'un des éléments les plus mystérieux du dossier. Pour la quatrième théorie, un crime parfaitement préparé. Certains anciens enquêteurs avancent une autre possibilité. Le responsable connaissait peut-être parfaitement les habitudes de la famille. Il savait à quel moment les parents partaient travailler. Il connaissait peut-être même l'appartement. Son objectif aurait été précis, rapide, sans laisser suffisamment de traces pour être identifié. Si cette théorie est exacte, le meurtrier aurait agi avec un sang-froid remarquable. Mais là encore, aucun élément public ne permet aujourd'hui de confirmer cette hypothèse. Et c'est précisément ce qui rend cette affaire si fascinante. Chaque théorie répond à certaines questions, mais aucune ne permet d'expliquer l'ensemble des faits. Qui était réellement visé? Pourquoi cette famille? Pourquoi ce jour-là? Et surtout, comment le responsable a pu disparaître sans jamais être identifié? Et près de 50 ans plus tard, le mystère demeure entier. Mais alors, pourquoi cette affaire est-il toujours officiellement non résolue? Que devient l'enquête? Pourquoi n'a-t-elle jamais été résolue? Les enquêteurs ont-ils gardé espoir? Existe-t-il encore une récompense? Est-ce que les proches vivent encore avec cette douleur? Le dossier est-il officiellement fermé ou reste-t-il non résolu? L'affaire est-elle encore connue à Singapour aujourd'hui? Près de 50 ans ont passé. Les immeubles ont changé. Le quartier a changé. Singapour est devenue l'une des villes les plus sûres au monde. Pourtant, une question continue de hanter ceux qui connaissent cette affaire. Qui est entré dans cet appartement ce matin-là? Pourquoi? Et comment une affaire d'une telle ampleur a-t-elle pu rester sans réponse pendant toutes ces décennies? Peut-être que la vérité disparaît avec le temps, ou peut-être qu'une personne, quelque part, connaît encore aujourd'hui ce qui s'est réellement passé, et garde ce secret depuis près d'un demi-siècle. Certains dossiers trouvent une réponse, d'autres demeurent encore aujourd'hui sans véritable explication. L'affaire de la famille Tan fait partie de ceux qui restent ouverts. Si ce documentaire vous a intéressé, pensez à vous abonner pour ne manquer aucun dossier. Et dites-moi en commentaire quelle est selon vous la théorie la plus crédible. Je suis Anthony, vous étiez sur Archives Noires. Les dossiers disparaissent, mais les traces restent.